Processus, nous allons essayer de stimuler la jeunesse dans ce sens. Faites des projets, déposez dans telle institution parce que nous avons tel droit là-bas. C'est sûr que si le projet est bancable, ils vont financer parce qu'il y a telle ligne budgétaire qui est dégagée pour ça, pour chaque pays. Si tu contribues pour aussi bénéficier. Pourquoi nous ne bénéficions pas? Parce qu'on est là, on attend le riz de Chine, on attend le riz des États-Unis. Pourtant, nous pouvons aussi manger notre riz. Nous devons manger notre riz. Nous devons manger notre riz. Nous, on ne trouve même pas le riz qu'on produit chez nous. C'est la formation sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité en Afrique. L'alphabétisation des jeunes Africains qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école et l'air suivi pour une meilleure insertion professionnelle. Pour répondre un peu à votre besoin. La promotion pour une éducation, formation, emploi en Afrique. Nous allons faire cette promotion en créant une agence de remise à niveau. Parce que nous n'avons pas la politique de formation. Parallèlement au conseil qu'on va donner aux autorités compétentes qui détiennent les politiques de formation de leurs différents pays, afin qu'il y ait une intégration globale de la formation pour l'Afrique, nous allons créer une agence de remise à niveau. Cette agence va essayer de prendre les étudiants et les élèves qui ont suivi des études professionnelles à le remettre à niveau en fonction des besoins du terrain que nous avons décelés. Ça, cette agence, nous allons la mettre en place dès après la phase d'implantation. Je tiens à souligner que nous avons lancé aujourd'hui la fondation. Mais il y aura un processus qui va se déclencher à partir de janvier pour l'implantation. L'implantation sera une cérémonie grandiose à Bamako. Il y aura tous les Africains réunis à Bamako pour l'implantation de cette fondation. Et je sais que toutes les autorités vont nous accompagner parce que nous ne sommes pas là pour former une administration parallèle. Nous sommes là comme une entité de conseil et d'appui, tout en dégageant les réalités de notre continent afin que l'unité africaine ait lieu dans le sens concret, pas dans le sens des mots, dans le sens concret, qu'on voit la jeunesse tourner dans tous les pays africains pour travailler sans se gêner. Nous devons être fiers de la culture africaine. Elle est très riche. L'hospitalité africaine, elle est très riche. On n'a même pas senti qu'on n'était pas à Conakry ou en Guinée. Depuis notre arrivée, sincèrement, c'est plus que même chez nous. En matière d'accueil, d'intégration sociale facile, on retrouve les mêmes valeurs. Tu viens dans une famille, on voit que tu es un peu inquiet, on te guide tout de suite, tu te retrouves chez toi, parce que c'est la même chose que tu fais chez toi. Tu as besoin de manger, tu n'as même pas d'argent, tu trouves quelqu'un qui te donne à manger, il ne te connaît même pas. Ce sont des valeurs que nous devons préserver. Donc l'intégration africaine est très facile. Et notre politique consisterait à asseoir une base solide de formation en respectant l'adéquation formation-emploi. Oui, merci. Vous avez décidé de donner le nom de Obama à votre fondation pour sa vision, n'est-ce pas? Comme l'autre l'a dit. Est-ce que dans les pays où vous décidez de vous implanter, est-ce que vous tenez compte de la situation politique? Parce que Obama même a dit à Accra, ceux qui font les coups d'État, c'est eux qui mettent l'Afrique en retard. Est-ce que vous partez dans un pays travailler où le président est venu par un coup d'État comme le cas de la Guinée? Est-ce que pendant votre séjour guinéen, il vous est arrivé de vous intéresser un peu à la situation politique? Maintenant, peut-être la troisième question va à Fakoly. Peut-être ça n'a rien à voir avec la conférence de presse. Je sais qu'il était beaucoup attaché à Moussa Dadis Camara. Quels sont vos sentiments après ce qui vient de lui arriver? Ça, c'était la question. Un peu notre démarche. Nous sommes une fondation apolitique, à but non lucratif, à la poursuite d'objectifs dont les membres ne tirent pas forcément un avantage matériel direct, mais expriment plutôt les valeurs que nous voulons promouvoir au sein de l'Afrique. Donc,
c'est des pays où il y a les politiques ne nous intéressent pas. Nous, si nous avons parlé un peu de la vision de Obama, c'est par rapport à son discours pour l'Afrique. Obama a été au Ghana, qu'est-ce qu'il a dit? Le destin de l'Afrique appartient aux Africains. C'est à la jeunesse de pousser, de consolider ses bases. Il faut savoir déceler, il faut savoir tirer quelques éléments de ce qu'il veut dire. Il a juste essayé de, s'il faut, de teinter un peu sa vision pour l'Afrique. C'est à nous, jeunes, parce qu'il a dit, la machine de l'histoire est en marche. Nous ne devons pas être en marge. C'est peut-être, il recherche des jeunes qui veulent promouvoir le développement de l'Afrique, la croissance économique et le présenter, ces projets, afin de les réaliser. Il ne parle pas de la jeunesse en parlant de politique. Donc, on tient à signaler aussi que Tiken Jaffa Koli... Je pense que la jeunesse africaine peut travailler. Et ce qui nous a beaucoup mis en retard en Afrique, c'est parce que la jeunesse s'intéresse trop aux questions politiques. Ce n'est pas ce qui peut développer un continent. À mon entendement, il faut travailler. Et il faut créer le système. Et c'est la jeunesse de créer le système. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas se mettre à se fier de là où nous sommes et oublier d'où nous devons venir. Donc moi, je pense que la jeunesse doit beaucoup plus s'atteler au développement de l'Afrique. Et parlant de l'attachement, bon, nous sommes plus avertis que vous, parce que nous sommes des Guinéens. Je voudrais répondre par là pour vous dire que M. Tiken, je ne lui permets pas de répondre, mais il ne s'est pas attaché à notre président, mais il s'est attaché à notre peuple. Parce que nous avons eu la chance de lui rencontrer quand il a visité notre pays. Vous avez compris? Ce n'est pas le système qu'il est venu soutenir ou le régime qu'il est venu soutenir, c'est le peuple qu'il est venu soutenir. Et je pense que ce soutien est venu partout. Et ce soutien continue. Je pense que l'Afrique doit comprendre que ce n'est pas un individu, que les grandes personnalités qui ont marqué l'Afrique cherchent à soutenir, mais c'est le peuple africain. Et c'est ce peuple africain qu'il a voulu témoigner l'amour et l'attachement. C'est pourquoi il a fait ce déplacement. Et il ne peut pas témoigner l'amour et l'attachement d'un peuple sans rencontrer le premier magistrat de ce peuple. Ça, je me permets, sans sa permission, de le répondre. Alors c'est le peuple de Guinée qu'il était parti rendre hommage parce que nous venions de marquer encore une fois de plus l'histoire. Parce que tout le monde, partout dans le monde, pensait que ça allait faire n'importe quoi. Mais Dieu nous a sauvés. Et Dieu a sauvé l'Afrique. Et je pense que Dieu sauvera toujours l'Afrique. Je vous remercie. Ça, il y a un problème fondamental. En plus de cela, l'école qui doit parachever cette éducation, mon Dieu, on sait ce qu'elle est. Et la rue qui est, en un mot, vous voyez un peu le cordon, tout cela, c'est quoi? C'est la dépravation totale. Donc, ça dit que c'est une jeunesse, ma foi, on l'accuse. Mais à 80%, vraiment, elle ne fait que subir, elle n'est pas fautive. Bien, donc ça veut dire que la jeunesse n'est pas forcément politique ou politicienne, mais la jeunesse, c'est sur les réalités de l'Afrique par rapport à ce qui se passe. Maintenant, sincèrement, vous avez, le présidium est très beau. Fakoli est là, le porte-flambeau, et Ndaini Diabaté est là. Donc ça veut dire que vous croyez un instant que ceux-là même qui sont les porte-voix peuvent jouer un grand rôle dans ce processus d'abord d'intégration et développement. Et Fakoli doit parler, Ndaini doit peut parler, ça me fait plaisir. Obama qui m'ont fait l'honneur de s'approcher de moi pour m'associer à leur initiative. Et j'ai accepté parce que je crois que tout le monde connaît à peu près mon combat pour ce continent. Et dès qu'on parle d'unité, ou bien qu'on parle d'initiative, en tout cas, qui peut apporter quelque chose au continent africain, je me dois d'être là. Et donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour les encourager, leur dire qu'effectivement, il est possible d'avoir une autre Afrique
mais personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Donc, il est important que des initiatives comme ça existent un peu partout pour permettre aux Africains de se réveiller, pour permettre à la jeunesse de se réveiller. Et je ne vais pas forcément répondre à la question du monsieur parce que je ne veux pas changer les débats. Mais si le monsieur veut bien, peut-être après, je pourrais lui répondre en deux phrases, en quelques phrases pour qu'il soit satisfait. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le mot attachement n'a pas sa place forcément par rapport à la visite que j'ai rendue au Guinéen. Je pense que le frère a répondu à cette question. Je suis allé en Guinée en tant que frère. Et effectivement, il y a eu l'histoire du 28 septembre. J'ai été effectivement le premier africain, sinon le premier leader d'opinion africain à donner une contre-opinion. Contrairement à ce qui était dit sur les médias des Occidentaux, matin, midi et soir. Donc voilà, j'ai simplement dit, attention, regardez, mais réfléchissons. Réfléchissons, parce que, bon, je vous donne un exemple simple, hein, pour finir avec ce paragraphe. Après le 28 septembre, on a tiré sur nos frères à l'entrée du Maroc. Quelques semaines après, j'ai passé sur les médias des Occidentaux une ou deux fois dans la journée, et le lendemain, c'était fini. Alors que les gens voulaient simplement rentrer en Europe. On est venu avec des fusils, on les a tirés dessus comme des animaux. Donc, pour moi, c'était important de dire aux intellectuels africains, dans la semaine du 28 septembre, à la jeunesse africaine, à tout le monde en tout cas, leur dire, ok, il y a eu un problème en Guinée. Voilà, réfléchissons avant de prendre position. Voilà, c'est ce que j'ai fait en Guinée. Et donc, je pense que ça a permis un peu de créer un petit équilibre. Et donc, j'en suis fier. Parce qu'après moi, il y a des chefs d'État qui ont réagi. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas pris feu. Parce que notre souhait, aujourd'hui, franchement, c'est que la Guinée saute l'étape de la guerre. Que la Guinée, des problèmes que la Guinée dans lesquels aujourd'hui la Guinée se trouve, que de là, nous atterrissons directement dans la réconciliation. C'est-à-dire qu'on saute l'étape de la guerre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes pendant des années. Après, on a fait la guerre. Et des milliers d'Ivoiriens sont morts. Et maintenant, on est en train de se réconcilier. Et moi, je souhaite que la Guinée saute. La Sierra Leone, c'était la même chose. Le Libéria, c'était la même chose. Il y a eu la guerre, il y a eu des milliers de morts, et après, on s'est réconcilié. Et moi, je souhaite aujourd'hui que la Guinée saute cette étape-là. Qu'avant qu'il y ait des milliers de morts, qu'on aille directement à la réconciliation et qu'on trouve un consensus et que des élections soient organisées et que les Guinéens choisissent leur président sans exclusion. Parce que si on commence à l'histoire des exclusions, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, oui, lui là, il ne doit pas être candidat, lui, il ne doit pas être fait ceci. Là, on rentre dans le même processus que la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sûr et certain qu'il y aura des morts. Et donc, voilà, pour revenir à la fondation, je dirais que c'est des initiatives qui méritent d'être encouragées. Quand des jeunes Africains se lèvent, s'associent et décident de trouver des choses, des solutions, ou bien de chercher des solutions pour que l'Afrique puisse avancer, moi je pense que ce sont des initiatives qui doivent être encouragées en tout cas par tous les leaders d'opinion. C'est pourquoi je suis à leur côté. Je pense qu'ils ont des idées. Il faut leur faire confiance, qu'ils fassent cette expérience et qu'on voie ce que ça va donner. Je l'ai toujours dit, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Les Occidentaux, ils se battent, feront toujours, par exemple, pour avoir du café. Je prends l'exemple de la France. Hein. Les Français, ils adorent le café. Tous les Français, quand ils se lèvent, même avant de se brosser ou laver, ils vont aller prendre un verre de café. Mais il n'y a pas de café qui pousse là-bas. Donc, ils iront chercher le café où c'est à tous les prix, même s'il faut provoquer des guerres, qu'il faut... Maintenant, ceux qui ont le café, c'est à eux d'être intelligents et de trouver des solutions pour les contrecarrer, dire, bon, voilà, ça fait longtemps que vous êtes venu voler le café quand même, maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on veut que ça se passe. Et je prends l'exemple de l'Irak. On nous a dit que, moi je suis fier parce que mon fan club a été l'un des fans, l'un des trucs qui a organisé ici la marche contre la guerre en Irak. Je crois que vous étiez là à nos côtés, Adamo. On a organisé une marche ici à Bamako contre la guerre en Irak. On savait que ça n'allait pas les empêcher, mais devant l'histoire, il fallait que,
voilà, qu'on soit dans l'avenir, qu'on se dise, bon, nous, on a la conscience tranquille parce qu'on leur avait dit de ne pas faire la guerre. Après la mort des milliers d'Irakiens aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y avait pas de bombe atomique. Et même quand Saddam Hussein a été tué, a été condamné et tué, le lendemain, George Bush a condamné l'assassinat de Saddam Hussein. Donc, c'est pour dire aux gens aujourd'hui, aux Africains en général aujourd'hui, qu'il est temps qu'on se réveille. Qu'avec tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui, qu'on ne doit plus rester les bras croisés, qu'on ne doit plus assister à l'écriture de l'histoire de l'Afrique, mais il faut contribuer. Les Occidentaux ont écrit l'histoire de Samori Touré. Ils ont dit ce qu'ils voulaient dire. Ils ont dit que Samori c'était un roi sanguinaire. Quand il arrivait dans un village, il disait qu'il n'a jamais vu une femme mettre son enfant piler son enfant dans un pilon, etc. Mais nos parents qui n'étaient pas allés à l'école, nos ancêtres qui n'étaient pas allés à l'école, ils ont dit, ah oui, c'est un assassin, il faut l'attraper. Donc ils ont contribué à l'arrestation de Samori Touré. Et Samori Touré a été déporté au Gabon où il est mort, alors qu'il se battait pour nous. Ça, ce n'est que le cas de Samori Touré. Le cas, si vous faites des recherches sur la manière dont on a dénigré Patrice Lumumba avant de le faire arrêter par ses frères et le tuer devant nous. Si vous vous renseignez sur l'assassinat de Thomas Sankara, vous verrez que c'est le même piège qu'ils ont tendu. Et donc nous sommes aujourd'hui en 2009, bientôt en 2010, nous sommes aujourd'hui à un moment où eux-mêmes ils ont mis des machines en place qui nous permettent de communiquer entre nous. Et donc, est-ce qu'on doit, avec tous ces moyens de communication, est-ce qu'on doit s'asseoir pour encore attendre qu'ils viennent écrire l'histoire de la Guinée, qu'ils viennent écrire comme ils ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, etc. Lorsque beaucoup d'Ivoiriens se battaient pour dire que Alassane Ouattara est Ivoirien et qu'il mérite de se présenter, et que les seules personnes qui doivent l'empêcher d'être président de la République de Côte d'Ivoire, que c'est le peuple de Côte d'Ivoire, mais les pays occidentaux ne nous ont pas soutenus, n'ont pas soutenu cela. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est candidat. Et les Ivoiriens vont aller aux élections, ils vont peut-être avoir le droit de choisir leur président, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu des milliers de morts pour ça. Alors qu'en 1995, après la mort de Foumbagny en 1993, en 1995, lorsque ce problème a commencé, il aurait fallu qu'il y ait une mobilisation totale pour que ceux qui sont morts aujourd'hui soient vivants. Et donc, vraiment, moi, je ne peux qu'encourager ces jeunes. C'est pourquoi je suis venu, parce que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui l'histoire de l'Afrique, et chaque étape doit nous intéresser. Chaque étape doit nous intéresser. On ne doit plus attendre que l'on vienne écrire notre histoire, que l'on vienne dire oui, ça s'est passé comme ça, et puis que nous, on reste comme on avale tout ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai été à côté de ces jeunes, et c'est pourquoi aussi j'ai donné mon avis par rapport à la Guinée. Je ne suis pas l'ami du président Dadis. Je suis allé en Guinée parce que mon pays a pris feu devant tout le monde, et le pays a brûlé. Et donc, je me suis assis et j'ai regardé, j'ai dit, mais attention, il risque de mettre le feu là-bas. Et comme j'aime ce pays, j'aime, comme tous les pays africains, j'ai payé mon billet, payé mon hôtel, payé tout mon séjour pour aller rencontrer les Guinéens. Et donc, comme le frère l'a dit, le premier magistrat du pays, c'était le président Dadis Camara. Donc, il était important pour moi d'aller lui dire, d'aller lui prodiguer mes modestes conseils. Mais aujourd'hui, nous sommes à une autre étape de la situation en Guinée. Nous avançons doucement. Donc il faut gérer les situations en fonction des étapes. Si nous rentrons aujourd'hui dans une situation de rejet des candidatures, oui, lui là, il ne peut pas être dit, lui, il ne peut pas cela, on va direct dans le même scénario que la Côte d'Ivoire. Et c'est encore des Guinéens qui vont mourir. C'est encore. Et donc il faut tenir compte de tout ça. Donc moi, je profite aujourd'hui, en tout cas, de cette occasion, en tout cas, pour dire aux Guinéens de faire attention, d'avancer avec beaucoup d'intelligence, parce que la Guinée est finalement le seul pays dans le secteur ici, après le Mali qui a depuis 1992 qui a clarifié les choses et qui avance, et nous en sommes fiers. Le Mali aujourd'hui est un exemple de stabilité. Il y a des problèmes. Le mal commun qui est la corruption existe, mais ça c'est un combat qui doit être mené ensemble. Parce que c'est un mal commun, c'est dans tous les pays africains. Et je pense que la lutte contre la corruption fera aussi partie du combat de la Fondation Obama. Et donc, voilà, moi, je suis très très fier aujourd'hui d'être là, d'être aux côtés de ses frères, parce que je pense que l'initiative est belle, elle est bonne. Et donc,
ils ont des solutions, ils ont des propositions, ils ont des idées, et tous ceux qui peuvent leur apporter quelque chose de positif doivent se rapprocher d'eux pour qu'ils puissent avancer. Par exemple, le frère a dit, il y a le contact d'une autre association, etc. Donc il va leur donner le contact, ils vont s'appeler, ils vont se donner des idées, et puis bon, ils vont en tirer voilà, des choses positives qui feront que l'Afrique avancera. Je vais conclure en tout cas pour dire que il faut que la jeunesse africaine sache que personne ne viendra changer notre situation à notre place. Il faut que, si on veut que les choses bougent, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, le principal combat doit être mené au niveau des ethnies, au niveau des religions, au niveau des régions. Parce que ça, c'est le seul piège aujourd'hui des hommes politiques dans les pays africains. On va nommer un peuple pour que lui puisse endormir tous les peuples. Lui, il va prendre son salaire de ministre, puis bon, il va venir en boubou ou en costume dans la région des peuples. On va dire, ah, oui, le président a nommé un de nos frères. Mais le président a nommé un de vos frères parce qu'il a besoin de lui. Il a besoin de lui. Peut-être que le gars n'est pas forcément qualifié, il a peut-être besoin de lui soit pour vous endormir, soit le gars, il a une qualité qui peut mettre à la disposition, en tout cas, du pays. Et donc, il faut que le peuple se rende compte que c'est lui qui a le pouvoir. On voit bien que pendant les élections, les gens ils sont très très proches de nous. Et qu'après les élections, ils s'éloignent, mais à la veille des élections, ils viennent même, ils se couchent pour qu'on marche sur eux. Hein? Donc, le jour que le peuple africain se rendra compte que c'est lui qui a le pouvoir, et que c'est lui qui donne le fauteuil présidentiel, que c'est lui qui donne la possibilité à un fonctionnaire qui passait la journée dans son bureau d'aller à l'Assemblée nationale, aller décider, en tout cas, aller parler par rapport à, en tout cas, à la situation du pays. Je pense que ce jour-là, l'Afrique changera. Parce qu'il faut que l'Afrique change. On ne peut plus s'asseoir comme ça, assister. Parce que l'Afrique est un paradoxe pas possible. On dit que nous sommes l'un des continents les plus riches. Mais ceux qui vivent sur ce continent très riche sont pauvres. Il y a un problème. Et les Occidentaux, ils attendent simplement que nous on réagisse. Comme les frères ont dit, Obama a dit au Ghana, il a dit, le destin de l'Afrique se trouve dans la main des Africains. Le frère, il a bien dit, il a dit, effectivement, Obama, il est président des États-Unis. Il ne peut pas agir en Afrique sans l'accord des Africains. Il est président des États-Unis, donc il a été élu pour régler le problème des Américains. Maintenant, s'il voit qu'au niveau de l'Afrique, il y a des réactions, que la jeunesse commence à dire qu'elle ne peut plus accepter de voir, d'assister en tout cas, ses parents mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter de l'aspirine, que la jeunesse ne peut plus accepter de finir les études et de ne pas trouver de boulot, que la jeunesse ne peut plus accepter qu'on ne mette pas une politique potable d'éducation en place pour que les enfants aillent à l'école. En ce cas, Obama il viendra nous soutenir. Mais tant que nous on ne réagit pas, ça veut dire simplement qu'on est bien où on est. Donc les gens vont nous assister et Obama il viendra chercher le pétrole dans le pays africain pour aller donner à ses citoyens pour qu'ils puissent rouler leurs voitures, pour ne pas qu'il y ait une révolte contre lui. Donc voilà un peu associé à cette initiative. Ça fait partie de mon combat, le combat pour l'Afrique. Le combat pour l'Afrique. Nous avons un rôle à jouer, un rôle très important à jouer. Nous sommes quelques-uns aujourd'hui qui sommes allés à l'école, donc c'est une chance pas possible. Si vous réveillez nos ancêtres aujourd'hui qui étaient esclavagisés, qui n'avaient même pas le droit d'aller aux toilettes sans demander la permission, leur dit aujourd'hui que nous on a la possibilité d'aller sur Internet, qu'on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, sans demander la permission à qui que ce soit. Ils vont nous dire, mais vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Et donc, c'est pourquoi je voulais profiter pour dire que mon prochain album va s'appeler African Revolution. African Revolution, ce n'est pas pour demander aux jeunes d'aller casser les acquis. Les acquis qui ont été, les choses qui ont été construites dans le sang de nos parents, de nos ancêtres, les choses qui ont été construites avec les moyens financiers qui viennent des impôts que nous on paye. Parce que les populations ne savent même pas que les policiers qui nous raquettent, que les scorabiers qui nous raquettent sont déjà payés par les impôts que nous on paye. C'est-à-dire qu'on les a payés, on les a déjà payés, mais ils vont encore se faire payer sur les routes. Ça c'est un simple exemple. Les populations ne savent pas que les fonctionnaires qui les raquettent dans les bureaux sont déjà payés par nous. Et donc pourquoi ils sont payés par nous? On va encore aller les payer encore une deuxième fois pour qu'ils signent un simple papier. Et donc, il faut arriver à expliquer tout ça à la population,
dès que la population va se rendre compte de ça, ils vont dire, bon, vraiment, ça suffit. Hein. Et donc, c'est à partir de là qu'on va prendre un nouveau départ. Mais personne ne viendra faire ce travail à notre place. Il faut que les gens arrêtent de parler dans les salons. S'asseoir dans les salons pour dire, hey, lui là, vraiment, il nous fatigue, franchement. Non, c'est sur la place publique maintenant qu'on doit s'associer, se rassembler pour dire les choses. La jeunesse aujourd'hui veut aller en Amérique. J'ai l'habitude de dire pendant mes conseils à tous les jeunes, vous croyez que l'Amérique est tombée du ciel? Hein? Les guerres de sécession, la révolution, etc. C'est ce qui a changé l'Amérique et c'est ce qui fait aujourd'hui que les Américains ont tous ces atouts. Croyez que la France dont vous parlez aujourd'hui, où tout le monde a envie d'aller, que la France est tombée du ciel? J'ai dit non. Il y a une première révolution des ancêtres, et il y a une deuxième révolution à mai 68. J'en suis fier, je le dis parce que je suis né en mai 68. Hein. Donc, en mai 68, il y a une autre révolution. Sinon, les télés et autres étaient pris en otage par les dirigeants français avant mai 68. On voyait tout le temps le président à la télévision, le président nommait les gens qu'il veut. Donc, les gens se sont soulevés un moment. Ils ont mis les choses à l'heure et c'est pourquoi les choses sont à l'heure là-bas aujourd'hui. Donc si nous on a envie que l'Afrique change, il faut des initiatives comme ça, comme la Fondation Obama. Il faut qu'il y ait beaucoup d'initiatives que simplement on prouve aux gens que maintenant nous n'avons pas envie que les choses se fassent comme ça se faisait au temps de nos parents. Et qu'on a envie que les choses changent. Et dès que les gens, les Occidentaux vont se rendre compte que la jeunesse africaine a commencé à se réveiller, mais ils seront obligés de changer même leur manière de faire les choses. Parce que comment comprendre que quand la France fabrique une 205, ou bien l'Amérique fabrique une Ford, que l'Amérique ait la possibilité, ou la France ait la possibilité de fixer le prix de ces voitures qu'ils ont fabriquées. Et que quand nous on cultive le café ou le coton, et que l'Amérique ou la France associés dans les trucs genre OMS ou quoi, des organismes qui sont créés pour nous maintenir dans nos situations, qu'eux ils aient la possibilité de venir fixer le prix du coton et du café cacao que nous avons planté. Il faut qu'on arrive un jour à fixer le prix de nos matières. On dit, bon voilà, vous voulez du café? Vous avez besoin de café le matin, quand vous vous réveillez, ok, voilà comment ça coûte. Alors vous devez venir payer à ce prix. Vous voulez du cacao, etc. Mais cela doit se faire dans l'unité. Parce que si le Mali ou la Côte d'Ivoire, je veux dire, quand le Mali décide de fixer le prix de son coton, ils vont aller voir le Ghana ou la Côte d'Ivoire qui cultive aussi le coton, ils vont dealer avec eux, ils vont oublier le Mali. Il faut que le Mali, la Côte d'Ivoire, que tous les pays africains se mettent ensemble, pas d'une seule voix, et que cette seule voix-là, en tout cas, propose des choses pour que, voilà, pour qu'on puisse avancer. Mais cela ne peut se faire que si le peuple soutient ses dirigeants. Il faut que le peuple arrive, il faut que le peuple se réveille et que les dirigeants qui vont prendre ces initiatives-là sachent qu'ils sont soutenus par les bases. Voilà, il faut qu'ils sachent qu'ils sont soutenus par les bases. Donc voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Comme voilà, donc je voudrais en tout cas encore remercier les frères, et remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement à cette conférence de presse. Dire aux frères que moi je suis à leur côté et que tout ce qui concerne l'Afrique, tout ce que je peux apporter en tout cas au continent africain à travers la Fondation Obama, je le ferai. Je vous remercie. Merci. C'est que tous les artistes pensent. Voilà.